totalement fermé. Donc l'État a permis, enfin nous a reversé chaque mois, pendant les mois de fermeture, à partir de la deuxième période de fermeture. Donc pas sur la première. Sur la première période, on avait une dotation comment on dit, forfaitaire de 1500 euros. Et à la deuxième partie de la fermeture, chaque mois, oui, pendant les 3 premiers mois de la pandémie. Lorsqu'on a fermé pendant 3 mois. En gros, on a fermé du 16 mars au 10 juin, je crois, un truc comme ça. Donc l'État nous a reversé 1500 euros pour la partie restauration. Et à partir du mois d'octobre, novembre, je ne sais plus quand c'est qu'on a fait, non, fin octobre, lorsqu'on a refermé pour la deuxième fois et qu'on a réouvert cette fois-ci au mois d'avril, là on a reçu 10 000 euros par mois, ce qui est une somme énorme. Exactement. Énorme, la nation a craché de l'argent énormément. Okay. Et des fois tu te poses des questions, tu te dis, mais cet argent, bon, ça nous a permis de tenir, c'est sûr et certain. Mais comme je t'ai dit, nous on avait mis en place donc un autre système pour essayer d'avoir des rentrées monétaires pour faire tourner l'entreprise. Parce que même si tu n'as pas les salariés à charge, tu as quand même tout le fonctionnement, tout le reste du fonctionnement qui est à assurer derrière. Et donc je me dis, mais cet argent, on aurait pu en donner un peu moins, ou du moins essayer de compenser un peu de pertes, et puis après utiliser l'argent différemment. Et l'exemple, tu as une pandémie. Une pandémie, c'est quoi? C'est un hôpital qui est submergé. Un hôpital est submergé comment? Parce qu'il n'y a pas de personnel. Et le personnel ne travaille pas dans l'hôpital, il préfère aller travailler dans du privé. Pourquoi? Parce que ça sont trop bas. Tu prends une infirmière qui commence, et tu as 1600 euros. Elle s'est tapé 3 ans d'études. Surtout que ce sont des études très difficiles. 3 ans. Moi qui étais dans l'enseignement... Il y a un concours pour rentrer. Ensuite, tu as ton diplôme à passer, 3 ans à l'école, où tu es légèrement indemnisé, mais une misère. Et quand tu sors, tu as 1600 euros. 1600 euros, c'est ce qu'on donne à nous, aux jeunes qui viennent servir. Donc toi, tu penses... Et ils n'ont pas besoin d'avoir 3 ans de formation. Il suffit qu'ils soient avenants, dynamiques, et qu'ils puissent savoir tenir un plateau, quoi, et avoir un petit peu de mémoire pour enregistrer les commandes. Même, ils peuvent prendre le papier à la limite. Même s'ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ils peuvent prendre le papier. Oui, donc toi tu penses qu'il y avait même une injustice, voire, vu la situation qui était grave... Mais on a acheté une paix sociale des restaurants. Voilà, mais même... Restaurants, cafés, hôtels et restaurants. Même autrement dit, il y avait non seulement une injustice, et quelque part même, vu qu'on parle des travailleurs dans le domaine de santé, il y avait même... C'était contre-performant, parce que c'était pas motiver les gens, puisque depuis X temps, ils protestaient vu qu'ils étaient mal payés, et même on leur avait enlevé des moyens. Bon, moi, je pense que tu as dit l'essentiel, franchement, moi je le ressens comme ça. Par contre, resituons les choses dans un contexte. Il y a, comme toi, ce qu'on a dit, allez, familièrement, des petits bourgeois, petits, moyens, et puis il y a aussi les grands ordonnateurs, c'est-à-dire ceux qui dominent vraiment, c'est-à-dire les grands financiers, les grands patrons, et c'est eux qui dirigent. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle le MEDEF, c'est une grande organisation qui domine, et y compris, puisqu'on les appelle les donneurs d'ordre, qui dirigent, y compris les petits, les moyens exploitants. Alors tout cela, tu parlais du commerce, mais c'est aussi, je dirais, les entreprises dans le bâtiment industriel, mais c'est aussi, par exemple, les paysans. Puisque là aussi, il y a des domaines, il y a les petits, il y a les moyens et les très grands paysans. Et les très grands, de toute façon, ils ne sont pas propriétaires. Enfin, c'est des groupes financiers, de toute façon. Les grosses fermes, c'est les groupes financiers qui les détiennent. Alors moi, je voudrais te demander ce que tu en penses. Dans les années 1980, effectivement, de temps en temps, il faut aider les entreprises, et donc on donne par an 10 milliards par an. On va dire que maintenant, nous sommes en 2023, on va dire 40 ans après, grosso modo, on donne, je crois qu'on ne pourra pas me tromper, mais 157 milliards par an à ces entreprises. Et or, toute la journée, on entend justement les grands qui s'expriment la plupart du temps dans les grands médias, et aussi leurs commis politiciens, dire c'est inadmissible, on aide les pauvres, c'est trop, c'est pas normal qu'on les subventionne, qu'on les assiste, voilà, c'est le grand mot. Et en fait, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pas plutôt ces grandes entreprises qu'on assiste, de 10 milliards qu'on leur
prêter, parce que ça pouvait être utile, hein, de temps en temps, une grande entreprise ou une moyenne peut chuter légèrement, mais il faut la maintenir parce que c'est important à beaucoup d'égards, économiquement, industriellement et aussi socialement pour les employés. Bon, pas de problème, on peut, et l'État, c'est sa charge de temps en temps d'aider les entreprises quand il y a un moment où il le faut. Mais de 10 milliards à aider maintenant à 150 milliards, même s'il y a eu un peu des différences, parce qu'évidemment la monnaie évolue, enfin on voit bien que c'est énorme, il y a un problème. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah mais, enfin, moi je suis pas... J'ai une philosophie, je suis entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un preneur de risque. Donc si demain je décide de faire quelque chose, de modifier mon entreprise, d'investir aujourd'hui dans l'agriculture, puisque moi je suis dans le domaine agricole pour une partie de mon activité, le reste c'est des bars, hôtels et restaurants. Donc pour mon activité dans l'agriculture, je peux déposer des dossiers de demande de subvention. Si je décide de faire un investissement, il faut que l'investissement il soit efficace et rentable. Et rentable quand je le réalise. C'est-à-dire, je décide de le réaliser, je le fais, je le mets sur le papier et je regarde s'il est rentable. Donc, techniquement, les subventions à l'investissement, c'est de la foutaise. Ça sert aux grandes entreprises. Moi, ça ne me sert à rien. Parce que si je le fais que pour avoir des subventions, c'est que j'ai mal calculé mon système. J'ai mal calculé ma rentabilité de l'investissement. Mon investissement, quand je dois le faire, c'est que je suis capable de l'assurer. Ça parce que je suis un entrepreneur, c'est-à-dire un preneur de risque. Et responsable. Et responsable. Moi, je suis contre tout type de subvention. Maintenant, une entreprise qui se trouve en difficulté, momentanée par la conjoncture, pas par la structure, par la conjoncture, c'est-à-dire structurellement, si elle est en difficulté, c'est qu'elle ne s'est pas adaptée. Donc là, soit elle disparaît, soit elle fait des coupes sombres, peu importe, ça c'est autre chose, mais par la conjoncture, ça devient à être en difficulté, qu'on l'aide, oui, pour passer la période. Mais après, je regrette, les entreprises, non, on est des preneurs de risques. Totalement. Totalement. Est-ce que tu pouvais me dire ce que tu en penses du fait qu'en France, ces grands donneurs d'ordre, puisque c'est eux qui dirigent, qui donnent le là, comme on dit, c'est eux qui, en gros, ont des politiciens qui leur font leurs lois, etc. Les uns ou les autres, ça change des fois un petit peu, mais en gros, c'est la même orientation. Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment, vu comment tu viens de t'exprimer, je dirais, de moyens donnés aux employés, je dirais, pour qu'ils s'expriment sur la marge d'entreprise? Par exemple, toi, tu as dit, quand il y a eu la grosse difficulté, il fallait tout arrêter, il fallait vite réfléchir pour en faire en sorte que l'entreprise puisse bouger. Et comment tu as donc dit que tu as réuni l'ensemble de ton équipe, on va dire. Ouais, non, tu les as consultés. Est-ce que tu penses que dans l'ensemble, en France, il y a des moyens de consultation, de concertation, voire de vrais, des fois, débats contradictoires dans les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France? Est-ce que par rapport à d'autres pays, est-ce que nous sommes au niveau pour qu'il y ait des vrais échanges entre ceux qui apportent le capital, certes ils prennent des risques, mais aussi ceux qui prennent des risques, ils sont employés, et qu'eux aussi ils veulent que ce soit pérenne dans des bonnes conditions? Non, il n'y a aucun dialogue, de toute façon. Il n'y a pas de dialogue social. Tu as un dialogue social, bon, nous à notre niveau, on est une petite entreprise. Donc sur la première structure, il y a, en tout ils sont 8 salariés. Et sur l'autre structure, ils étaient 3. Pour le moment, il y en a un qui nous a quittés. On va en recruter 2 de plus, donc ils seront 4. Mais on a des dialogues directs avec eux. C'est-à-dire qu'on leur donne des objectifs de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, ce n'est pas un objectif de rentabilité. C'est un objectif de développement de l'entreprise. On leur dit, voilà, nous on pense que cette année, on peut agir là-dessus, là-dessus, là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut y arriver? Donc il y a un dialogue pratiquement permanent. Après, dans les structures qui sont un peu plus imposantes, le malheur en France, le gros malheur, c'est que les salariés ne sont pas syndiqués. C'est le gros malheur. Parce qu'un patronat, il ne peut pas discuter, enfin un patron qui a 500 employés, il ne peut pas s'amuser à discuter avec 500 personnes. Par contre, si les 500 employés, il y en a au moins 80% qui sont syndiqués, donc ça fait 3, 4, 5, 6 personnes avec qui tu peux discuter. Et c'est plus facile. Alors cela dit, en France... Je pense qu'il y a aussi une responsabilité du salarié. Certes.
C'est-à-dire que le salarié doit faire confiance à des syndicats. Il doit faire confiance aux syndicats. Certes, mais on a une tradition en France. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les salariés à syndiquer. Il y a des Mais on pays, peut pas obliger il y a des les gens. pays, il y a des pays où tout est fait pour qu'ils se syndiquent. Pratiquement, à l'embauche, s'il y a même des pays qui ne sont pas très différents économiquement, historiquement de nous, la France, et où pratiquement 80% des gens sont syndiqués. Par contre, en France, il y a quand même une liberté. On adhère que si on veut. Oui. Ça ne veut pas dire que ce soit parfait, on voit bien qu'il y a d'énormes problèmes de ce point de vue-là. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est, puisqu'on vient de parler du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui en France, tu viens de dire qu'il n'y a pas assez de dialogue et donc manque d'efficacité au fond. Exactement. On le voit bien aujourd'hui, la société, Exactement. pratiquement nous sommes, on va dire, mi-mars 2023 et quasiment, on dirait presque qu'elle est tout à l'heure bloquée. Je pense que ça va se débloquer, peut-être parce que je suis optimiste. Mais donc, l'idée, c'est que déjà, tu viens donc de dire, par exemple, il faudrait beaucoup plus de gens syndiqués, il faudrait aussi que les salariés réfléchissent à cela, parce qu'effectivement, quand il y a beaucoup d'employés, moi je pense à l'éducation nationale, puisque c'est un échange, et moi j'étais dans l'éducation nationale, s'il y a 800 000 enseignants et personnel concomitant, on va dire, Oui. et on ne peut pas négocier à 850 000, ou voire 1,2 million si on prend aussi les universités, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des délégués à un niveau académique, à un niveau national, etc. Bon, maintenant, pour avoir une vue un peu plus large, qu'est-ce que tu penses de la situation et comment on pourrait en sortir? Par exemple, puisqu'on parlait entrepreneurs, on vient de dire qu'il y a les entrepreneurs dans les différents domaines, c'est-à-dire, par exemple, toi, c'est l'agriculture, mais aussi l'agriculture spécifique, c'est sur la mer, mais aussi tu as si je ne m'abuse, deux entreprises qui sont dans la restauration. Bon, est-ce que tu penses, toi, qu'il y aurait des transformations à faire? Alors, on vient de parler de la possibilité de dialoguer, qui permettrait de plus d'efficacité, mais je donne un exemple. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'à gauche, il y a des propositions, est-ce que tu penses qu'elles sont suffisamment développées, notamment dans les grands médias? Le fait, par exemple, le Parti communiste, par exemple, propose pour les entrepreneurs, s'ils sont petits, moyens, s'ils sont même grands, et s'ils embauchent, si donc il y a moins de chômage s'ils embauchent, si ils forment leurs employés, car il y a nécessité de promotion, il y a nécessité individuelle ou collective, mais aussi pour que l'entreprise progresse. Est-ce que tu sais qu'il y a des propositions pour qu'on baisse non pas